Vivre bien dans un monde qui va mal. La formule a l'air d'une contradiction, presque d'une insolence. Comment parler de vie bonne lorsque le vacarme des guerres, des injustices, des solitudes, des épuisements et des peurs traverse jusqu'à l'intimité de nos jours? Comment prétendre à la paix quand l'époque semble avoir fait de l'inquiétude sa musique de fond? Il y aurait quelque chose d'indécent à prêcher la sérénité comme au vin parfum. Quelque chose de faux à faire de la sagesse une simple technique de confort. Car le monde va mal souvent, réellement. Il blesse, il égare, il broie. Et pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que la question devient essentielle. Non pas comment être heureux malgré tout, comment mettre un rideau sur l'orage, mais comment habiter lucidement l'existence sans se laisser détruire par ce que l'on voit. Vivre bien n'a jamais voulu dire vivre à l'abri. C'est peut-être même le contraire. C'est consentir à l'inquiétude du monde sans lui abandonner toute la place. C'est refuser que le malheur général devienne la loi intérieure de notre âme. Il faut pour cela une discipline secrète, une fidélité profonde à ceux qui en nous demeurent capables d'émerveillement, de bonté, de mesure et de présence. Le monde peut vaciller, il ne tient qu'à nous de ne pas vaciller avec lui à chaque secousse, non par dureté, non par aveuglement, mais par une forme de noblesse tranquille, celle qui consiste à ne pas ajouter sa propre confusion au désordre commun. Nous croyons souvent qu'une vie bonne suppose des circonstances favorables. Une météo clémente de l'histoire, une entente acceptable entre les dedans et les dehors. C'est une illusion ancienne. Les hommes ont presque toujours vécu sur des lignes de faille. La sagesse n'est pas née dans les jardins paisibles, mais sur les places troublées, dans des cités divisées, parmi les maladies, les exils, les deuils. Penser, aimer, espérer n'ont jamais été des privilèges de temps facile. Ce sont au contraire des actes de résistance. Il faut donc cesser d'attendre que l'époque nous donne la permission de vivre. Elle ne nous la donnera pas. Elle nous offrira des raisons de désespérer, puis d'autres encore. À nous de découvrir dans cette pénurie même la source d'une autre abondance. Cette abondance ne se mesure ni en bien, ni en succès, ni en domination. Elle tient d'abord à une qualité d'attention. Vivre bien dans un monde qui va mal, c'est apprendre à regarder sans se laisser avaler par ce que l'on regarde. Il y a une manière malade d'être informé, qui consiste à se rendre disponible à toutes les catastrophes sans être présent à rien. On finit alors par devenir un spectateur universel et vivant, absent de sa propre vie. Or, la conscience n'est pas faite pour porter tout le poids du monde. À chaque heure, elle a besoin de hiérarchie, de silence, de proximité. Il faut sauver ses forces, non pour se détourner du réel, mais pour l'aimer efficacement. Ce que nous pouvons toucher, aider, consoler, embellir, voilà déjà un royaume immense. Peut-être est-ce là la première vérité. Vivre bien, ce n'est pas sauver le monde en entier, c'est ne pas déserter l'endroit où l'on puisse faire du bien. Une parole juste, une fidélité tenue, une main tendue, un travail accompli avec conscience, un enfant écouté vraiment, un vieillard visité, une injustice refusée dans le cercle de notre action. La morale véritable trouve souvent la taille d'une journée. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas toujours l'histoire, mais elle empêche le monde d'être entièrement livré à ce qui le défigure. Le mal prospère dans les abstractions, le bien, lui, avance à pas humains. Il faut aussi réapprendre la joie, ce mot devenu suspect dès qu'il ne se confond pas avec l'insouciance. Pourtant, la joie n'est pas une trahison du malheur du monde. Elle en est parfois le plus beau démenti qu'on puisse lui opposer. Il ne s'agit pas de rire pour oublier, mais de consentir encore à la beauté. Regarder un ciel d'hiver, écouter quelqu'un qu'on aime rire dans la pièce voisine, marcher longtemps, lire quelques pages qui éclairent l'esprit, partager le pain, sentir le matin entrer par la fenêtre. Ces bonheurs minuscules ne sont pas des fuites, ils sont des preuves. Ils disent que tout n'est pas confisqué, qu'une part du réel échappe encore à la brutalité, à l'utilité, au calcul, qu'il existe
dans l'existence une grâce pauvre mais invincible. Vivre bien suppose enfin de choisir ce que l'on sert, car le monde va mal aussi parce qu'il disperse les âmes. Il nous vaut rapide, indigné, distrait, interchangeable. Il récompense le bruit, il suspecte la profondeur. Il épuise l'attention, il dissout les fidélités. Dès lors, bien vivre est un acte presque subversif. C'est choisir la lenteur quand tout exige la précipitation, la vérité quand tout s'habille de la stratégie, la sobriété quand on flatte l'avidité, l'intériorité quand on nous pousse à l'exposition. C'est se construire non comme une vitrine, mais comme une demeure où l'on peut rentrer le soir sans se faire honte. Alors, comment vivre bien dans un monde qui va mal? Peut-être en renonçant à l'illusion d'un monde parfait pour devenir responsable d'une présence juste. En acceptant que la condition humaine soit tragique sans en conclure qu'elle soit vaine. En faisant de sa vie non un refuge égoïste mais une source calme. En cultivant la lucidité sans cynisme, la bonté sans naïveté, la joie sans oubli, la gravité sans désespoir. Le monde ira sans doute encore mal demain. Il y aura d'autres factures, d'autres violences, d'autres nuits épaisses. Mais il y aura aussi, tant qu'un seul être humain le voudra, la possibilité d'une lampe allumée dans une maison. Et parfois vivre bien, c'est seulement cela. Devenir pour soi et pour quelques autres cette lumière modeste qui ne nie pas la nuit mais refuse de lui appartenir.